temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. C'est notre troisième conversation avec Daniel Cohen dans cette série, et peut-être la plus ambitieuse. Dans notre saison 1, il nous avait parlé de la vision qui a fondé Zalis, et dans les deux premiers épisodes, on a regardé les entreprises de près, leurs fragilités, leurs décisions, leurs rapports de force. Aujourd'hui, on va essayer de prendre de la hauteur. Avec près de 70 000 procédures collectives par an, un niveau inédit depuis 35 ans, quelque chose a changé dans le capitalisme d'entreprise lui-même, pas seulement dans la conjoncture. Et on va essayer de nommer ce changement. Bonjour Daniel et merci de nous accompagner pour ce troisième épisode. Bonjour Ilan. Alors quand on regarde ces chiffres, quasi 70 000 défaillances par an sur 2 années consécutives, est-ce qu'on est face à un rattrapage post-Covid, je l'avais posé cette question dans le premier épisode, ou face aux symptômes d'une fragilité structurelle du tissu entrepreneurial français? Alors, comme je vous avais dit dans le premier épisode, ma position est claire aujourd'hui et définitive, c'est le deuxième cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est fragile comme on ne l'a jamais été en France, on est fragile au niveau européen, on est fragile au niveau international, et en particulier, c'est ma perception, tout simplement parce qu'on a loupé de multiples virages technologiques. Donc aujourd'hui, on dépend fortement de l'étranger sur tout ce qui est semi-conducteur, sur tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotique, tout ce qui est cybersécurité, et j'en passe. Donc cette dépendance à l'étranger technologique est vraiment un facteur et une menace qui pèse sur la France, qui pèse sur l'Europe et qui nous fragilise aujourd'hui très fortement au niveau international. Alors une dépendance au numérique, en tout cas pas que, mais aux technologies venant de l'étranger et notamment des États-Unis, mais il y a aussi des raisons des faillites qui sont devenues structurelles, des marges faibles, forte dépendance au coût de l'énergie, endettement critique avant 2020, taux variable en hausse. Est-ce qu'il y a au fond un problème de modèle économique dans certains secteurs ou est-ce que c'est, j'allais dire, purement conjoncturel? Non, aujourd'hui, on est face à des business models qui vont se retrouver totalement bouleversés, hein. Bon, évidemment, il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle, hein, dans le secteur du groupe auquel on appartient aujourd'hui. Ça va faire des ravages et c'est justement, enfin, ce qui nous permet de croire que ce groupe pourra se développer, puisque l'IA va complètement changer les métiers du chiffre demain. Et c'est la capacité des acteurs du chiffre à intégrer de l'intelligence artificielle qui font que certains acteurs vont survivre et d'autres vont disparaître. Donc c'est une vraie révolution qui est en cours, si je prends ce secteur-là. Mais si vous prenez le secteur de la défense, tout ce qui est semi-conducteur, tout ce qui est euh, informatique, électronique, etc., qui sont des secteurs où on est en train de perdre pied aujourd'hui, on est dépendant d'acteurs étrangers, c'est juste impossible et ça va nous fragiliser dans quelques temps. Donc, justement, notre puissance de défense et de dissuasion repose sur une capacité à évoluer en fonction des menaces. Il ne faut pas qu'on loupe un seul virage technologique. Sinon, toute notre force de dissuasion, je parle vraiment de tout à fait autre chose, viendrait à disparaître si jamais on venait à louper un virage technologique. Donc l'ensemble des secteurs aujourd'hui, on pourrait rentrer dans le détail de chacun d'entre eux, est menacé, je reviens toujours sur ce sujet techno parce que c'est vraiment très large, tous ces secteurs sont menacés par ces évolutions. Alors, les exigences de robustesse et de soutenabilité sont sur toutes les lèvres aujourd'hui, mais comment distinguer les entreprises qui les ont réellement intégrées de celles qui en font un discours? Je veux dire, il faut revenir à l'essentiel, c'est vérifier à quel point les salariés dans ces entreprises, hein, si on prend des entreprises d'une certaine taille, sont formés, sont informés, euh, ont des possibilités d'évolution au fur et à mesure que les technologies, je suis désolé de revenir toujours sur le même sujet, évoluent.
Donc une entreprise qui mène un discours sans mettre des moyens, des ressources humaines à niveau, sans mettre la formation au cœur de son projet d'entreprise, sans former et informer ses salariés, de toute façon perdra à court ou moyen terme. Donc si ce n'est qu'un discours, ben ce n'est pas accompagné de tout cet investissement-là. Si vous prenez les sujets de cybersécurité, évidemment, vous avez les entreprises qui ont un discours de oui, on est préoccupé, etc., et celles qui agissent véritablement. Le problème de la cybersécurité, c'est que c'est un investissement, comme l'assurance, dans le vide tant que vous n'êtes pas confronté à une difficulté. Mais le jour où vous êtes confronté à une attaque cyber, ben, ce jour-là, ben, vous récupérerez beaucoup plus que le fruit de tout le coût des investissements que vous avez pu faire les années précédentes. Je sors du monde de la technologie et de l'information, je vous amène sur le monde de la RSE, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans la majorité des entreprises françaises. Est-ce que ça contribue réellement à la robustesse des entreprises ou c'est un coût supplémentaire qui fragilise les plus petites? Alors c'est un coût supplémentaire, à mon sens, qui fragilise les plus petites. C'est nécessaire parce que bon, on est aujourd'hui, c'est d'une part un facteur d'attractivité pour attirer les plus jeunes et tout le monde a envie de voir des entreprises à mission et se doter de règles RSE et y faire face. Ce qui est plus problématique, c'est quand vous appliquez ces règles et que vous êtes dans une concurrence à un niveau international où d'autres acteurs à l'autre bout de la planète n'appliquent pas ces mêmes règles. Mhm. Donc du coup, c'est un facteur de fragilité, évidemment, et de compétitivité vis-à-vis de ces autres acteurs. Et c'est là qu'il faut faire dans la nuance et en tenir compte. Vous ne pouvez pas agir en France et en Europe comme si le reste du monde allait appliquer les mêmes règles et sans se rendre compte que vous entravez parfois, pas toujours, mais parfois certaines Ça entreprises. a beaucoup été dit, notamment dans le monde de l'agriculture, au moment Oui, ça de c'est Mercosur. effectivement, Mais mais sur c'est ces au-delà normes, de, là. voilà, c'est au-delà du monde de l'agriculture, c'est là où c'est le plus flagrant, puisque lorsque vous avez des normes, des règles, et bon, après c'est ce que vous avez dans votre assiette, et c'est tout à fait normal que le prix soit différent, mais on peut faire toucher du doigt enfin, une bonne gestion et un bon produit qui n'est pas, comment dire, submergé de certains pesticides interdits et bon, enfin, je ne vais pas revenir sur ce que tout le monde sait. Ça, vous arrivez à peu près à le comprendre et vous pouvez adhérer à une contribution européenne, vous pouvez adhérer à acheter votre kilo de pommes beaucoup plus cher que celui qui arrive de l'autre bout de la plaine, qui est traité peut-être avec des produits qui ne vous conviennent pas, mais ça touche d'autres secteurs dans lesquels bon, vous allez vous retrouver avec des normes que d'autres acteurs à l'autre bout de la planète auxquels les autres acteurs à l'autre bout de la planète pardon, ne sont pas soumis. Une question sur Zalis, qui est elle-même une entreprise qui a traversé des phases de transformation. Qu'est-ce que l'expérience de fondateur vous a appris sur le capitalisme d'entreprise? Ce que vous n'auriez pas vu peut-être de l'extérieur. Bah écoutez, j'y avais un peu répondu là, dans le précédent épisode, c'est-à-dire que il faut très vite, en tout cas c'est le message que je fais passer, comprendre que on réussit plus vite à plusieurs, euh, donc il faut un capitalisme partagé entre plusieurs acteurs que tout seul. Si vous refondiez Zalis aujourd'hui, on part d'une feuille blanche. Partons Ah de ce ben principe-là. je Qu'est-ce que vous prendrai feriez différemment? Tout de alors, suite, vous prendriez des associés tout de suite. Voilà, si au bout d'un an ou deux, je n'ai pas plusieurs associés autour de la table, c'est que l'idée ou le business model, elle n'est pas bon. Et si vous deviez formuler une conviction forte, quelque chose que vous êtes prêt à défendre, même si c'est inconfortable, sur ce que devrait être une entreprise bien dirigée aujourd'hui, ce serait quoi? Une entreprise bien dirigée, c'est une entreprise qui est capable d'évoluer tout en avançant. Parce on a abordé plus ou moins le sujet sur les entreprises en difficulté.
C'est-à-dire que tout en menant votre travail au quotidien, vous vous posez des questions de quelle sera la prochaine étape demain et construire les phases d'évolution qui vous amènent vers ces prochaines étapes en ne restant pas concentré en permanence sur délivrer uniquement le produit, le savoir-faire, la prestation qui est celle que vous maîtrisez aujourd'hui. Donc c'est une évolution permanente au fur et à mesure que vous délivrez vos prestations ou vos produits. Et inversement, est-ce qu'il y a une conviction inverse, quelque chose qu'on entend souvent dans le monde du conseil et que vous pensez, vous, fondamentalement faux? C'est de penser que le métier du conseil existera toujours, hein. Si vous voulez, aujourd'hui, les cabinets de conseil se sont développés, l'IA est arrivée, ça devient des assistants absolument extraordinaires quand on sait les utiliser. Et donc, on peut très bien imaginer un futur sans cabinet de conseil. Bon, Ça veut dire que vous devriez ça va pivoter. plus. Si j'entends bien, vous devriez pivoter. Vous devriez commencer à vous poser des questions. Oui, oui, tout à fait. On est bien d'accord. Voilà, c'est contre-intuitif, mais l'explosion et la concentration du savoir-faire dans une IA très maîtrisée, hein, et je vous prie de croire que je le teste au quotidien, n'en finit pas de me surprendre. Donc, les gros rapports marketing qui comparaient diverses places, qui crunchaient des milliers de data, etc., et qu'on vendait à prix d'or, ne vont pas exister très longtemps. Ça, j'en suis absolument persuadé. Donc, il va falloir inventer une couche de réflexion et de création de valeur dans les interventions des cabinets de conseil demain. Dernière question, prospective, on va dire. Dans 10 ans, le capitalisme d'entreprise à la française, il ressemble à quoi selon vous? Écoutez, si on doit se comparer à l'étranger, on est entrepreneur, mais pas suffisamment. Maintenant, est-ce que les nouvelles générations, la génération qui arrive, va être plus entrepreneur, je l'espère. Et est-ce qu'elle va accepter le risque, goûter au goût du risque, ne pas construire sur les avantages acquis? Ça touchera une minorité, hein. Tous ne seront pas des entrepreneurs demain, mais en tout cas, c'est l'image que j'ai du futur de l'évolution des entreprises. C'est plus d'entrepreneurs et un goût du risque, et peut-être en oubliant et en faisant sortir de la Constitution le principe de précaution. Daniel Cohen, merci. Ce que nous avez dit dans ces 3 épisodes, c'est peut-être ça. L'incertitude n'est pas une anomalie à corriger, c'est désormais le régime normal dans lequel les entreprises doivent s'organiser, décider et durer. Anticiper, décider, incarner, 3 verbes simples, 3 exigences qui n'ont jamais été aussi difficiles à satisfaire simultanément. Merci Daniel d'avoir été avec nous pour cette série et merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Ton Avance, je crois que je ne l'avais jamais dit jusqu'à maintenant. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle série. Merci. Merci, Ilan. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.